La semaine dernière, nous avons parlé de nos tropes préférés dans le grand genre de la fantasy. Vidéo que tu peux retrouver en cliquant ici. Tout d'abord, je te rappelle ce qu'est un trope. Un trope en narration et plus largement en analyse littéraire et cinématographique désigne un motif récurrent. Un schéma narratif qui revient souvent dans les œuvres de fiction. Il peut s'agir d'une situation, d'un personnage type, d'un rebondissement, d'un thème facilement reconnaissable. Comme par exemple l'usage du médiéval dans la fantasy, ou alors le personnage de l'élu, du mentor, de l'anti-héros, et bien d'autres thèmes encore. Aujourd'hui, nous allons te dévoiler nos tropes détestées dans ce grand genre qu'est la fantasy. Alors bien entendu, tout cela reste subjectif, mais ce genre de ficelle reconnaissable peut certainement nous amener à fermer les pages d'un livre, arrêter de regarder une série, un film, créer un fort agacement, voire même une grande déception. Pour cela, j'ai réuni les mêmes auteurs et autrices, auteurs maîtres de jeu et maîtres de jeu tout court, pour parler ensemble de ces tropes-là. Toi aussi, n'hésite pas à commenter et à nous faire savoir quel est ton trope détesté dans ce grand genre de la fantasy. C'est parti. Ce que je déteste comme trope en fantasy. La prophétie et le principe de l'élu. Je crois qu'il n'y a rien de tel pour me couper l'envie de la lecture. Au final, quand on a une prophétie, quand on a un élu en début d'histoire, on sait déjà comment elle va finir. Plus aucun suspense, plus aucune attente, plus aucun mystère, si ce n'est éventuellement les quelques péripéties qui se déroulent au cours du roman. Mais finalement, je sais déjà que le personnage du départ, s'il est l'élu, ça va être celui qui va rester à la fin. Je sais qu'il va pas mourir, je sais qu'il va pas lui arriver grand-chose, en tout cas rien de grave. Et surtout, je sais déjà comment va se finir l'histoire. Donc franchement, j'y trouve peu d'intérêt. Dans toutes les lectures que j'ai faites où se trouvait le principe de prophétie et d'élu, j'ai fini par m'ennuyer. Comme exemple, par exemple, La Belgariade de David Eddings. La Belgariade de David Eddings, il y a une prophétie qui dit qu'un jeune garçon viendra s'opposer au grand méchant. Je vous la fais courte. Oui, ben comme par hasard, on commence l'histoire par un jeune garçon de ferme tout innocent qui est voué à de grandes aventures. Ben, je vous le donne en mille, c'est lui l'élu, et c'est lui qui va réussir à la fin. Je vous assure que là, 5 tomes, c'est long. Dans Dune, on s'éloigne un peu de la fantaisie, mais finalement, Dune, est-ce que c'est pas un peu de la fantaisie dans l'espace ? Eh bien, dans Dune, ce que je trouve le moins intéressant, c'est la prophétie du Kwisatz-Haderach. Pendant des générations et des générations, le Bene Gesserit fait en sorte de se réaliser la prophétie qui dit qu'un élu, le Kwisatz-Haderach, viendra pour sauver les Fremen. Bah, parce que finalement c'est très intéressant, on le sait déjà à l'avance. Se dit en passant, j'adore le reste de l'univers, mais c'est ce que je trouve le moins intéressant. Alors voilà, ce que j'aime le moins dans la fantasy, finalement, c'est ça. Prophétie et élu. Je m'ennuie très vite. Vous voyez ce moment où une musique lancinante s'élève, où le héros sourit en versant sa petite larme et paf, il meurt et le monde est sauvé. Bienvenue dans le trope que je déteste, le sacrifice final. Alors pourquoi je déteste ce trope ? Déjà parce que je suis un bisounours, ok ? Je n'ai pas passé plusieurs heures à m'attacher au héros, que ce soit dans un livre, une série, un film, pour le voir mourir à la fin volontairement. Ensuite, je trouve que souvent, cette attitude, elle est liée à 2 types de héros. Le héros parfait, qui est prêt à tout sacrifier, et notamment sa vie pour sauver le monde, ce qui est, je trouve, très à l'encontre de la nature humaine, parce que l'homme veut se sauver lui, on lutte pour sa survie, donc pourquoi se sacrifier pour sauver le monde ? Ou alors, deuxième type de héros, le anti-héros qui découvre le pouvoir de l'amour, ou qui veut se racheter une conduite, et qui décide de se sacrifier pour sauver le monde. Et souvent, la transition est à minima mal faite,
parce que la transition se fait trop rapidement, l'arc narratif du héros ou de l'héroïne n'est pas parfaitement géré, et du coup on tombe sur un sacrifice final qui tombe à plat parce que pas cohérent avec l'évolution du personnage. Ensuite, je trouve que c'est souvent une question d'organisation. Enfin, je trouve ça toujours un peu bancal de se dire que le sacrifice de une personne peut sauver un monde, un royaume. C'est souvent de la simplicité scénaristique. Alors que souvent il s'agit enfin il y a toujours une deuxième solution, il s'agit un peu d'organisation quoi. Donc voilà, après le sacrifice pour sauver une autre personne pourquoi pas, mais encore une fois je trouve que c'est beaucoup de simplicité scénaristique dans le but de nous faire verser une larme alors que il n'y a pas forcément lieu d'être. Et enfin, je trouve que c'est surtout un trope qu'on a beaucoup vu et revu. C'est vraiment quelque chose qu'on a usé jusqu'à la corde. Il suffit qu'on voit le héros, comme je le disais au début, sourire un petit peu, se passer au ralenti, et on sait très bien ce qui va se passer. Et du coup, voilà, je trouve que ces héros et héroïnes méritent mieux qu'un sacrifice final qui est souvent pas nécessaire. Un trope qui ne me plaît pas. J'ai pensé tout de suite au combat entre le bien et le mal. Vous savez, cette fameuse dichotomie entre le bien qui est tout blanc et le mal qui est tout noir, tout mauvais. Une vision très manichéenne, avec évidemment à la fin la grande victoire du bien contre le mal. Pour illustrer ce trope, j'ai choisi une série que normalement je ne spoilerai à personne. Si vous ne l'avez pas encore lue, c'est que vous ne la lirez jamais. Donc vous pouvez regarder la vidéo. Il s'agit bien entendu de Harry Potter. On a l'illustration, pour moi, parfaite de cette dichotomie entre bien et mal dans Harry Potter. Il y a le camp du bien représenté par l'Ordre du Phénix, avec Harry, tous ses amis, etc. Et le camp du mal, avec Voldemort et tous ses mange-morts. C'est vraiment la haine et la violence contre l'amour. L'arme principale du camp du bien dans cette série, c'est l'amour que Harry porte en lui grâce au sacrifice de sa mère. Voilà. On a la magie blanche contre la magie noire, la lumière contre l'ombre. C'est très marqué et c'est même encore appuyé à l'intérieur même de l'école de Poudlard avec cette séparation entre les braves Gryffondor et les terribles Serpentards. Donc voilà pour le contexte. Alors, selon moi, il y a trois tentatives de nuance entre ce bien et ce mal qui ne sont pas abouties malheureusement. La première, c'est avec Voldemort. Quand on découvre son passé d'orphelin à l'orphelinat, le Tom Jedusor qu'il a été, on pourrait penser qu'il y avait une envie peut-être de l'autrice de nous faire comprendre Voldemort, de nous le faire pas aimer bien sûr, mais de nous permettre de le comprendre, d'avoir un petit peu d'empathie pour lui et pour son histoire terrible. Mais en fait non, parce que ce qu'elle nous montre, c'est un jeune garçon qui est déjà dans le mal. Il est le mal absolu. Il incarne le mal depuis tout petit. Il a qu'une seule épaisseur, ce personnage-là. Il n'y a pas autre chose. C'est le diable. Point. Voilà. Depuis tout petit, c'est le diable. Donc, cette tentative-là de nuance, pour moi, elle est ratée. La deuxième tentative, enfin, c'était plus une possibilité que l'autrice aurait pu prendre, c'était de travailler avec les deux autres maisons de Poudlard, qui sont Serre d'Aigle et Poufsouffle, qui sont vraiment mis à l'écart, et qui aussi, entre les deux autres maisons, ils n'ont pas d'avis très tranché comme Gryffondor et Serpentard. Mais non, pareil. On reste pendant toute la saga sur le schéma des courageux Gryffondor contre les pernicieux, vicieux Serpentards. Et on ne développe pas ce côté un peu plus mitigé de Poufsouffle et de Serre d'Aigle. Dommage. Et aussi, enfin, la troisième tentative, à mon sens ratée, c'est qu'il y a, alors là c'est un gros spoil, mais encore une fois, si vous n'avez pas lu Harry Potter aujourd'hui, je pense que c'est que vous ne le lirez jamais, il y a un deuxième élu potentiel dans la série quand même, c'est Neville Londubat. Neville aurait pu être le Harry Potter. Donc on se dit que finalement, ce deuxième élu, qui a quand même son rôle à jouer à un moment donné quand même dans la série, on pourrait se dire qu'il aurait pu venir justement contrebalancer, présenter un contre-élu un peu différent, etc. Pas du tout.
Neville est à Gryffondor, il est fan de Harry, il fait tout comme Harry, enfin voilà, il n'y a pas de... Là non plus, il n'y a pas de nuance. Alors, malgré tout ça, pourquoi ça a fonctionné? Deux raisons, je vois deux raisons. Ça a fonctionné déjà parce que c'était une époque. Moi, clairement, c'est ma génération. J'ai grandi avec ça dans le sens où j'ai vu les tomes sortir les uns après les autres. J'ai pu les lire au moment de leur sortie, certains même en anglais parce que c'était pas possible d'attendre la traduction en français. Et ça a fonctionné parce qu'on progressait avec les personnages en même temps. C'était de la jeunesse. Et voilà. Et ça, c'est ma deuxième raison. Ça fonctionne le noir contre le blanc, le mal contre le bien, parce que c'est de la jeunesse. Je suis pas en train de dire que la littérature jeunesse ne doit pas faire de gris et de nuances. Au contraire. Mais ça fonctionne parce que c'est de la jeunesse. Et d'ailleurs, au moment où on a des personnages un peu plus gris qui rentrent dans l'histoire, je pense à Dumbledore et à Snape. J'arrive pas à dire Rogue, désolé, pour moi c'est Severus Snape. Quand on a ces deux personnages-là avec leurs histoires, leur passé, qui font qu'ils sont pas tout noirs ni tout blancs, eh ben l'histoire bascule dans une littérature un petit peu plus adulte. En conclusion, je n'aime pas ce trope. À mes yeux, il est dépassé. On l'a beaucoup trop exploité, il est épuisé et il ne surprend plus. Alors, maintenant, ce qu'on veut, c'est des livres un peu plus gris, nuancés, avec des personnages, et pas seulement un ou deux, comme Dumbledore et Snape, euh, tout un panel de personnages gris, plus réalistes. On veut s'apitoyer sur un méchant, on veut s'énerver après un gentil, voilà, c'est ça qu'on veut davantage. On veut aussi peut-être, de temps en temps, un livre où le mal l'emporte. C'est pas toujours le bien, quoi. Un livre où le mal l'emporte. J'en ai lu un il y a pas longtemps, mais je peux pas vous en parler parce que pour le coup, je risque de vous faire un très gros spoil, donc je n'en parle pas. Mais ça existe. Voilà. Et bien sur ce, bonne lecture. Ce sera du coup le paladin inflexible, que pour le coup, moi je déteste de tout mon cœur. C'est un être qui n'évolue pas, qui délègue en fait tout sens des responsabilités oui, à une entité supérieure, que ce soit un code de conduite ou carrément une espèce de dieu. Plus généralement dans la fantasy, on va certainement se pencher sur oui, plutôt l'aspect déité. Et donc, voilà, il est pétri de morale, bouffi de morale même. Donc, un héros qui n'évolue pas, un peu plat, socialement assez problématique, hein, surtout dans les parties de jeux de rôle. Et voilà, on emmerde le paladin inflexible et sa morale à 2 balles, quoi. Et ce sera tout pour moi. Et comme exemple de paladin inflexible, d'ailleurs, c'est marrant, j'ai l'impression d'en avoir plein et pas du tout. Il y en a un qui cumule un petit peu les deux, je trouve, de l'arc rédempteur et du paladin inflexible en même temps. Comme quoi, c'est peut-être des mécaniques un petit peu imbriquées. Je trouve que c'est Batman. Il a ce côté un petit peu inflexible, hein, carrément. Il y a carrément un code de conduite presque, oui, oui, mais c'est même certain. Et à la fois, il y a ce trauma qu'il essaie de dépasser, mais jamais tout à fait. Donc, en fait, l'un est le pendant de l'autre, j'ai l'impression. Donc, ça peut donner des personnages intéressants, un paladin inflexible, s'il essaie d'embrasser la rédemption, qu'il trébuche un petit peu, qui grandit en fait, comme n'importe quel héros. Alors là, ça devient quelque chose de plus intéressant. Mais sinon, outre ça, c'est-à-dire, bon, on l'a tous connu, comme je disais dans les parties, et c'est un enfer. Voilà, tout simplement. Ce sera tout pour moi, et puis je passe la main. Donc, le trope du héros trop parfait, donc c'est mon trope détesté, ou du moins que j'apprécie pas trop. Donc, comme vous avez dû le comprendre avant, j'aime beaucoup les mangas, notamment les shonen. Et donc, dans les shonen, il y a souvent cette dynamique de rivalité qui serait entre le personnage de tête d'affiche et un rival qui, pour moi, devient tout autant un personnage principal que le personnage de tête d'affiche, car c'est leur rivalité qui va devenir un moteur dans l'histoire et va inciter donc notre personnage de tête d'affiche à progresser tout autant que notre rival.
Donc j'ai parlé de Naruto, donc son rival c'est Sasuke, et nous avons aussi l'exemple de Asta et Yono dans Black Clover, ou encore Ichigo et Uryu dans Bleach. J'ai pris plaisir à prendre ces 3 exemples de personnages, car donc nos rivaux qui sont donc Sasuke, Yono et Uryu ont exactement le même type de personnalité. Ce sont des individus plutôt froids, puissants et charismatiques. Les 3 sont des génies. Oui, ils sont des génies. Ils inspirent le respect dès leur apparition, contrairement à des personnages comme Naruto ou Asta qui, eux, sont vraiment dans la galère. Ils sont méprisés et négligés par tous et doivent donc vraiment se faire une place, enfin, doivent vraiment se battre pour se faire une place. Donc là, on retrouve vraiment un contraste frappant entre d'un côté les personnages qui semblent gérer les choses sans trop d'efforts, et de l'autre des héros qui luttent à chaque étape, affrontent des échecs et aussi des obstacles. Et naturellement, c'est ce genre de personnage, celui qui galère, qui nous touche le plus. Il est plus humain et aussi donc plus proche de nous. Ses doutes, ses échecs, ses efforts pour aller de l'avant, on peut facilement s'y identifier. En revanche, un personnage trop parfait qui semble toujours réussir peut sembler donc inatteignable. C'est plus difficile de se connecter à lui émotionnellement parce qu'on ne vit pas les épreuves de la même manière. Donc je dirais pas qu'il y a la manipulation dans la construction de ces personnages, mais il y a clairement une orientation dans la narration où on nous oppose d'un côté à un personnage trop parfait, donc qui réussit tout ce qu'il veut, et de l'autre le personnage imparfait qui doit vraiment lutter pour se faire une place. Forcément, on va s'attacher au héros qui lutte, car on peut plus facilement s'identifier à lui. Et aussi, le problème avec le héros trop parfait, de manière générale, c'est qu'il n'est vraiment pas humain. Il ne connaît pas l'échec, il ne le doute pas, il réussit toujours, il est en quelque sorte sans défaut. Et moi, j'ai besoin d'un héros qui connaît la défaite, qui doute, qui se relève après des échecs, qui connaît des hauts et des bas, car ce sont ces imperfections qui le rendent plus réel et aussi plus inspirant. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah, je suis auteure sous le nom de plume Anaïs Liandret et j'écris majoritairement de la fantasy, mais pas que, j'écris de manière plus générale dans les genres de l'imaginaire. Aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter 2 tropes que j'apprécie pas trop en fantasy, qui sont du coup le grand méchant dans l'ombre et les complots des dieux. Et donc j'ai choisi ces 2 tropes parce que je trouve qu'elles ont pas mal de points négatifs en commun. Pour les définir du coup rapidement, le grand méchant dans l'ombre fait référence à une entité, donc à un personnage ou à une organisation qui va être à l'origine de tout ce qui va mal dans l'histoire et qui agit de manière cachée jusqu'au dénouement ou du moins jusqu'au climax. Et les complots des dieux font référence à des entités invisibles et supérieures qui manipulent, complotent et testent les mortels de diverses manières. Ce que j'aime pas du coup dans ces 2 tropes, c'est le côté un peu Deus ex machina qu'on y trouve, où en fait, comme tout est lié à un ou plusieurs antagonistes qui sont cachés, il est assez simple de dire que qu'importe ce qui arrive au protagoniste, tout est la faute du grand méchant ou des dieux, sans plus d'explication. Et même si parfois, il y a une explication logique qui existe, elle n'est pas forcément expliquée, parfois donc il n'y en a juste pas. Et si l'implication du grand méchant ou des dieux n'est pas diluée tout au long de l'histoire, on se retrouve au dénouement à découvrir des personnages qui semblent sortir de nulle part, dont on ne connaît pas les capacités, la personnalité ou les motivations, et qui peuvent donc se permettre de dire ou de faire tout ce qu'ils veulent sans aucune limite. Pour donner un exemple, même si c'est pas de la fantasy mais c'est de la science-fiction, en fait, on peut citer par exemple Palpatine dans l'épisode 9 de Star Wars, qui, selon mes souvenirs, si je me trompe pas, n'est pas, ou alors très peu, introduit dans les films 7 et 8, donc les 2 premiers films de la trilogie. Du coup, tout ça, pour moi, ça va donner naissance à pas mal de problèmes. Le plus souvent des incohérences ou des personnages où du coup ces grands méchants devraient être là alors qu'ils y sont pas, ou devraient être à plusieurs endroits à la fois. Il y a aussi du coup aucune montée progressive de la menace et donc aucune montée en tension pour le lecteur. Ça donne juste l'impression
finalement, que le grand méchant ou les dieux sont là pour être un peu les obstacles finaux aux protagonistes et qu'ils n'ont pas du tout été anticipés avant dans l'histoire. Un peu un méchant sorti du chapeau, quoi, pour qui on n'a aucun affect parce qu'on le connaît pas et qui fait le mal pour faire le mal, ou alors si il le fait pour des raisons, elles nous paraissent triviales parce que juste ces raisons elles sortent du chapeau en même temps que lui. On n'a pas le temps d'avoir de l'empathie finalement pour ces personnages-là. Et je voulais dire une dernière chose. Oui. Du coup, le fait aussi qu'on manque de connaissances sur ces fameux antagonistes, je trouve que ça décrédibilise pas mal les protagonistes, parce qu'en fait, on connaît pas leur puissance et leur vulnérabilité, et on peut du coup avoir très vite l'impression, et ils sont souvent présentés comme tels en plus, que ces méchants sont surpuissants et imbattables. Et donc, le fait que les protagonistes, que pour le coup on a appris à connaître et à apprécier au fil des pages, réussissent à vaincre, parce qu'on aime quand les protagonistes gagnent, réussissent à vaincre ces méchants qui sont normalement imbattables, donne juste l'impression que la méthode qu'ils ont utilisée ou la faille utilisée sort aussi du chapeau, et ça fait un gros flop pour les personnages qu'on a pris le temps d'apprécier. Voilà. Alors, une trope en fantasy que j'aime pas, mais pas du tout, et qui est absolument partout dans les lectures, dans ce que j'écris, enfin vraiment, pour moi, elle est trop présente. C'est tout ce qui est rivalité fraternelle ou sororale. Donc les rivalités au sein des fratries. Et ça m'énerve parce que moi, mon petit frère, ma petite sœur, c'est des personnes hyper importantes. Enfin, c'est mes meilleurs amis, enfin, on a grandi ensemble. C'est vraiment les personnes au cœur pour moi de ma famille. Et je pense que ça se vaut comme dans la famille de sang, mais aussi la famille de cœur, les demi-frères, enfin peu importe, les personnes avec qui on a grandi. Et ça, c'est hyper exploité en fantasy, en particulier quand on a des jeux de pouvoir, quand on a des familles royales, et encore une fois des questions de sang. Alors on a le bâtard, la bâtarde qui revient, ça devient un petit peu ridicule, l'héritier caché, l'élu, mais on savait pas que c'était lui, il a été recueilli. Bon, c'est des thèmes, je pense, un peu trop vus. Et puis c'est dommage parce que ça remet pas forcément en question tout ce qui est autour de la famille et qui pourrait être intéressant à exploiter de 1000 façons possibles, mais pas forcément dans le conflit entre les membres de la famille, que ce soit une famille de cœur ou de sang, encore une fois. Donc voilà, il y a Cotard par exemple en fantasy qui a pris ça sur la rivalité entre frères. Bon, un exemple pour le coup que moi j'ai beaucoup aimé, qui est la tour de garde sur les tomes de la capitale du Sud. Bon, on a au centre de l'intrigue une guerre de pouvoir entre un frère et une sœur, qui pourtant ont vécu des traumatismes d'enfance communs. Ça aurait pu énormément les rapprocher, mais voilà. Moi je trouve ça dommage, parce que c'est un peu trop exploité dans ce sens-là, et pas assez dans l'autre sens. On a aussi des rivalités entre sœurs dans Caraval, qui est une super série, et c'est quand même aussi au centre de l'intrigue. Et des super séries où au centre de l'intrigue on a les sœurs et frères, c'est moins fréquent. Et donc voilà, rien que pour ça, c'est une trope que j'aime pas. Après, en choisissant cette trope, en y réfléchissant, en regardant mes lectures, je me suis rendu compte qu'elle était vraiment partout. Et après, je me suis demandé si moi je l'écrivais. Et en fait, elle est au cœur de mes récits aussi. J'ai des rivalités entre sœurs, même du style deux sœurs pour un roi, où on a deux sœurs qui se disputent le même mec. Et franchement, en historique, en fantasy, ça a été vu, revu, 1000 vues. Donc voilà, je suis tombée dans cette trope aussi dans mon écriture. Après, ça peut être aussi sympa de prendre des trucs qui nous font réagir et d'essayer de les réinventer un peu. Donc voilà, sans regret, mais ouais. Et sinon, sur des livres qui, au contraire, vont à l'inverse de cette trope, je me suis quand même rendu compte qu'on avait par exemple Ewilan de Pierre Bottero, donc ça remonte un peu, mais moi c'est un des livres qui m'a mis à la lecture. Et là, il y a une belle entente entre l'héroïne et son frère. Et pourtant,
des différences, presque des jalousies, une différence d'âge, une différence... pour le coup, ils n'ont pas du tout été éduqués ou grandis ensemble, et vraiment, ils ont été traités à l'inverse l'un de l'autre, et ils arrivent quand même à bosser ensemble, et ça c'est top. Enfin, moi, je trouve ça un exemple génial, et j'avais trouvé ça hyper inspirant. Puis après, on a peut-être un peu plus récemment, on a Catherine Arden qui a écrit Winter Night, Une nuit d'hiver. Et là, c'est vraiment le cœur de l'intrigue. On a une héroïne qui, pour le coup, est géniale. Elle est jeune, mais elle est hyper complexe. Et son but principal, ça va être de sauver son frère. Et ça prend au trip, quoi. Enfin, vraiment, ça bouge toute l'histoire. Et ça la rend hyper originale, hyper exceptionnelle. Et puis, et pour moi, c'est chapeau d'avoir réussi à faire quelque chose d'aussi beau et à l'encontre d'une troupe que j'aime pas. Je suis le méchant. Et moi, je suis une super princesse héroïne et je vaincrai le méchant grâce à mes super pouvoirs magiques de la lumière. Et spoiler alerte, dans la vraie vie, personne n'est noir ni blanc. Et c'est pareil dans les histoires. Quand on lit une histoire avec des personnages manichéens, on sait tout de suite qui est-ce qui va gagner. On a même souvent tendance à enlaidir le méchant. Par exemple, dans la série Arcane, le personnage de Silco est un antagoniste aux yeux des autres personnages, et pourtant, il montre une part bienveillante envers Jinx, une part paternelle. Et nous, ce qu'on adore quand on lit, c'est de comprendre les intentions des méchants, même si parfois on n'est pas du tout d'accord, mais on comprend ses intentions. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse d'un personnage gris foncé, tout simplement. Alors écrivez-nous des romans comme ça. On veut ça, à tout prix. En trope détestée, j'ai choisi le super vilain qui se noie dans sa folie. Sincèrement, c'est censé être un peu tragique, mais pour moi, ça vaut plus. En tout cas, de manière aussi basique, c'est plus possible. Le vilain commence humain, complexe. Et puis on sait pas pourquoi, il part en vrille, complet. Je crois qu'on la connaît tous, cette bascule. C'est quand il se met à rire beaucoup trop fort, ou quand il va tuer tout le monde, ou quand il va devenir complètement incontrôlable. Donc, parfois ça peut être bien amené, j'avoue. Je pense évidemment à Anakin qui va devenir Dark Vador. Je pense aussi à Gollum qui va être complètement perverti par l'anneau. Un anneau? Où est-il? Tolkien, pourquoi m'as-tu rendu fou? Aussi à Light Yagami dans Death Note, qui va perdre tout sens commun en fait. En fait, ce trope, il fonctionne encore, quand il est bien amené, parce qu'il va aller chercher une peur universelle. Perdre pied, se derrière soi-même, mais aussi devenir ce qu'on déteste. Sauf que des fois, c'est trop facile d'aller là-dessus. Et ça devient presque paresseux de construire un antagoniste qui pète un câble à un moment donné. C'est un peu une excuse narrative pour pas creuser davantage le personnage, sur ses ambitions, sur ses motivations, etc. Et je trouve que juste dire, il est devenu fou, ça y est, il a craqué, il se noie dans sa folie, ça va le déresponsabiliser. C'est pas ce qu'on veut pour un antagoniste qui soit qui ne soit pas responsable de ses actes. Et à partir de ce moment-là, il devient juste un danger à éliminer, alors qu'il faudrait qu'il soit quelqu'un qu'on ait envie d'affronter. Dans le même sens, je dirais qu'un bon antagoniste, c'est pas juste un clown chaotique. C'est un miroir, c'est une alternative. Quelqu'un qui aurait pu être le héros dans d'autres circonstances. Par exemple, parmi les antagonistes que je trouve super bien écrits et c'est super bien amené, on a évidemment le Joker, qui a été interprété par Heath Ledger, ou on a encore Walter White dans Breaking Bad, interprété par Bryan Cranston. Eux, ils flippent, mais finalement ils sont lucides. Ils ne sombrent pas simplement dans la folie. Ils la regardent en face et ils vont la choisir. Finalement, je dirais que ce qu'on veut, ce sont des antagonistes qui soient cohérents. Pas forcément rationnels, mais crédibles. Avec des valeurs qui peuvent être tordues par le prisme de ce qui leur est arrivé, par leurs blessures, par leur trauma, peu importe. Mais qui s'y tiennent. On veut des méchants qui croient être les héros de leur propre histoire. Et surtout qui confrontent le lecteur. Qu'ils forcent l'élu et nous à douter. Parmi les antagonistes que je trouve réussis aussi, on a Magneto dans X-Men et du coup Thanos dans la franchise d'Avengers.
J'adore ces deux antagonistes parce qu'en fait, ils sont pas fous. Ils sont très loin d'être fous. Et ils sont même convaincus d'avoir raison. Et je trouve que c'est ça qui est terrifiant. Parce qu'au fond, on voit un petit peu un bout de nous-mêmes aussi. Donc, en synthèse, je dirais que juste le vilain qui devient fou, c'est pas suffisant, ça ne l'est plus. On veut vraiment des personnages antagonistes qui sont à travailler, des méchants tragiques, mais pas caricaturaux, des ennemis à affronter, pas juste à abattre. Parce qu'au fond, le meilleur antagoniste, c'est pas celui qui perd l'esprit, c'est celui qui nous le fait perdre un petit peu. Alors, comme tu as pu le constater, certaines autrices et auteurs ont choisi dans leur trope préférée ceux-là même que d'autres ont placé dans leur trope détestée. C'est là toute la beauté de notre singularité, de notre subjectivité, de nos sensibilités face à des récits, et somme toute, c'est rassurant de voir autant de diversité d'opinions. Maintenant, je vais te partager mon trope de fantaisie détesté, et assurément, tu le connais, puisqu'il s'agit de cet antagoniste qui veut recouvrir le monde de ténèbres, assujettir toutes les âmes et les placer sous son joug. Oui, mais cher antagoniste, c'est quoi l'essence de ton projet ? Qu'est-ce qui te met en mouvement ? Quelle fêlure ? Quelle blessure ? Voire traumatisme ? C'est parce que je suis le mal ! Oui, mais est-ce que tu pourrais me donner du grain à moudre ? Peut-être cela pourrait créer de la compréhension, voire de l'empathie pour toi. Je suis le mal ! Tu l'auras compris, cet antagoniste, on le retrouve énormément dans la fantaisie, que ce soit dans les livres comme dans les séries et les films, et il manque cruellement de profondeur psychologique, de nuances, et il est souvent corrélé à une histoire très manichéenne. Alors certes, il permet d'avoir des enjeux clairs dans le récit, puisque cet antagoniste va mettre en mouvement le camp du bien qui va venir le contrer. On est dans les gentils contre les méchants. D'ailleurs, on pourrait même imaginer cet antagoniste, une fois qu'il a atteint ses objectifs, assis tout seul sur son trône dans une nuit noire éternelle, en train de se rouler les pouces et s'ennuyer profondément. Comme ce personnage m'ennuie personnellement dans les récits de fantasy, et il serait grand temps de créer des antagonistes avec davantage de psychologie, de vécu, de nuances, qui permettraient justement de créer de l'empathie pour ce personnage-là. Voilà pour mon trope détesté, et je t'invite à noter en commentaire le tien. Et je te dis donc à bientôt pour d'autres vidéos.